sur les minéraux. Non, c'est déplorable. Ça fait immensement mal au cœur. Il y a 2 fois quand je pense, je dis Dieu, pourquoi? Pourquoi moi qui suis né au Congo-Brazzaville? Pourquoi moi qui ai grandi au Congo-Brazzaville? Pourquoi moi j'ai quitté le Congo, oh Dieu, pour me retrouver dans la terre des Occidentaux 666 qui n'aiment pas le peuple noir? Parce que Dieu, quand je vois des parents africains dormir dehors, l'hiver, l'été, parce qu'ils sont des migrants, je dis Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait mal. Et il y a pas mal des Africains qui roulent dans des super belles carrosseries. Quand ils passent, ils voient ces Africains-là, ils se mettent à rire. Mais toi qui passes en voiture, qui regardes cet Africain, tu rigoles. Les Africains qui dorment dans les périphes, tu ris. Est-ce que tu connais ta vie de demain? Parce que la vie, elle peut basculer à n'importe comment, à n'importe quel moment. Parce que la France peut dire, tous les Africains qui ont obtenu la nationalité par le mariage, on récupère les papiers français. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Et on vous demande de rentrer chez vous. Ça, c'est surtout à bien y penser. Moi, la France ne peut pas me dire non, donne le papier ou dégage de la France. Ils ne peuvent pas. Parce que mes grands-parents maternels sont de la France. Ma mère, de la France. Alors, quand ils voient les vidéos que je fais, en train de pointer la France sur les massacres qu'ils font chez nous en Afrique, mais c'est bien normal que je fasse les vidéos et pointer de doigt pourquoi la France fait cela. Est-ce que la France tue en France? Est-ce qu'ils font les crimes qu'ils font chez nous en Afrique? Ils ne les font pas. Mais pourquoi ils exterminent les vies immenses en Afrique? Pourquoi ils envoient des enfants dans les mines de champs au Kivu? Hein? Pourquoi? Ça fait mal. La France du sang. Mais ils ont oublié que le Tché africain, le neveu de Fulbert Youlou, et en même temps, le vrai président Fulbert Youlou a créé des entreprises, a donné du travail au Congo, au peuple Congo. Massamba Deba, tonton Massamba Deba, a donné du travail au peuple Congo. Est-ce que 8% a donné du travail? Non. Il a tout détruit. 8%. Le bien-aimé de la France. Le bien-aimé de tous les Occidentaux qui encouragent le bordel de Boko Haram. Oui, ce sont les mêmes. Donc, Boko Haram est un système pour encourager la dictature en Afrique, afin que les dictateurs soient au pouvoir. Parce que nous avons des stratégies, nous les résistants, vrais de ce nom, et les combattants de dégager les dictateurs. Mais pour la communauté internationale du sang, ils aiment les dictateurs. Et leur objectif, il faut que les dictateurs soient là. Voilà pourquoi ils ont mis en route des mises en scène des comédiens qui se font passer pour des opposants. Mais ce n'est pas des vrais opposants. Ce sont des opposants du ventre et qui n'en ont rien à cirer du peuple africain. Pour eux, il faut exécuter le peuple africain. Ça fait hyperement mal au cœur. Où va notre Afrique? Où va cette Afrique qui est sacrifiée immensement? Je ne comprends pas. Et ça fait mal. Nous allons suivre une dernière que je vais mettre sur Boko Haram. Alors, la patrie ou la mort, le peuple africain doivent sortir de l'imbécilité. Nous allons d'abord suivre ça. Idriss Déby qui est en train de dire une bonne chose. Nous allons suivre d'abord ça. Après, nous allons repartir sur Boko Haram. Nous suivons d'abord Idriss Déby. Alors, c'est bien dit. Le Tchad appelle l'Afrique à frapper sa propre monnaie et à se débarrasser du franc CFA. Ah! Voilà.
Le franc CFA n'est qu'une monnaie pour agenouiller le peuple africain et pour détruire toute l'Afrique. Idriss Déby a compris. C'est parti. Yeman. Abba le franc CFA. Abba le franc CFA. Yeman. C'est parti. Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis Monsieur Moubarak Benjamin, de médias une fois de plus, beaucoup de This one is supposed to take ring, mais don't doing this post. 55e. Mais je vais vous prendre au mot et je ne sais pas si c'est juste de vous souhaiter bonne fête de l'indépendance, parce que nous savons que l'indépendance, là, c'est la rhétorique de ma question, Excellence, Monsieur le Président. Si, bien sûr, la superficie ou l'espace d'un pays bien prédéfini, c'est le cas du Tchad, malheureusement, le Tchad et 15 ou 14 pays africains encore font partie de ce franc CFA que nous continuons à appeler franc d'économie française, qui nous prend une honte à peu près entre 50 et 65% que les forces exogènes prétendent garder dans ce qu'ils ont baptisé contre des opérations. Ça dure depuis très longtemps. Je fréquente ce beau pays que j'aime de tout mon cœur depuis plus de 15 ans. Et parfois, le développement se voit. Mais je suis persuadé que si le Tchad, le Cameroun, etc., si peut-être ces pays pouvaient s'entendre et créer leur monnaie, le Kwanza, le franc Toumaï, etc., c'est qu'a priori, le développement devrait se multiplier. Et je serais fier en tant que journaliste indépendant de vous poser des questions s'il y a des failles. Mais on se rend compte que malgré vos efforts et votre gouvernement, plusieurs chantiers sont plus ou moins arrêtés parce que Boko Haram en a disparu, etc. Qu'est-ce qu'il faille faire avec cet butoir du 25 exemple pour que, enfin, ce franc CFA puisse être le camp et que ces pays-là puissent battre leur planche de monnaie en Afrique et que le développement de l'Afrique du Sud. Merci. Merci, Moubarak. Là, vous me dites de répondre à votre question. C'est vrai que nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de l'indépendance du Tchad, 55e. Donc, le premier président François Toumarbaye, le 11 août à minuit, il a déclaré haut et fort: le Tchad est indépendant et souverain. Et ça a été applaudi. Minuit 11 août. 55 ans après. Africain, vous pouvez vous-même faire l'état des lieux. Les relations entre l'ancienne colonisateur, la France, ce sont des relations historiques, anciennes. On ne peut pas négativer totalement les relations que nous avons avec la France. Mais nous ne pouvons pas continuer ce qu'on appelle le système France-Afrique, ou paternalisme, en fait, disons, système paternalisme, qui est
dépassé que les Français eux-mêmes ils n'aiment pas. Puisque nous, Africains, c'est nous qui courons derrière. À qui vous voulez donner la faute? Il y a aujourd'hui le franc CFA, qui est garanti par le trésor français. Mais cette monnaie-là, elle est africaine. C'est notre monnaie à nous. Il faut maintenant que réellement, dans le fait, que cette monnaie-là soit la nôtre. Pour que nous puissions, le moment venu, faire de cette monnaie une monnaie convertible et une monnaie qui permet à tous ces pays francophones qui utilisent encore le franc CFA, qui utilisent la France CFA, puissent permettre de se développer. Je crois que c'est une décision courageuse que nos amis français doivent prendre. L'Afrique aussi, la sous-région, les pays africains francophones aussi, à ce que j'appelle aujourd'hui la coopération monétaire avec la France, il y a des clauses qui sont dépassées. Et ces clauses-là, il faudra revoir dans l'intérêt de l'Afrique et dans l'intérêt aussi de la France. Ces clauses tuent l'économie de l'Afrique. Ces clauses ne permettront pas à l'Afrique, avec cette monnaie-là, de se développer. Ça, c'est une réalité. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour cela. Donc, il faudra que nos amis, historiquement orgueilleux, avec la France, nous allons continuer à jouer l'amitié sincère avec la France, mais il faudra avoir le courage de dire que le moment est venu pour couper un cordon qui empêche à l'Afrique de décoller. Et là, la question est posée. Il faut poser. Ce n'est pas une question taboue. Il ne peut pas en faire de ça une question taboue. Aucun chef d'État, aucun ministre, aucun Africain doit faire de cette question-là une question taboue. Ce n'est pas tabou. On se pose la question, est-ce que c'est notre monnaie? C'est notre monnaie. Pourquoi cette monnaie-là n'est pas convertible? Pourquoi l'ensemble de nos échanges en exportation et en importation passe par la Banque centrale de la France? N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous gagnons en positionnant, en mettant notre, comment on appelle, nos ressources dans le compte d'opération? Quel est le taux d'intérêt que nous gagnons? Nous avons la possibilité, nous, de frapper notre monnaie comme nous voulons. Aujourd'hui, le franc CFA, c'est du papier pour 2 ans. En 2 ans, le papier du franc CFA, ça devient, comment on appelle la bulle. Voilà, nous avons suivi. Oui, oui, oui. Idriss Déby, qui veut un changement complètement du franc CFA. Mais est-ce que, quand il veut le changement du franc CFA, est-ce que la France le laissera toujours là, aux affaires? Point d'interrogation. 25 ans de pouvoir. Et 8% Sassou. La bêtise de la France, 8%. Il va venir lundi. Lundi, il mettra ses pattes en France. Et mardi, il sera reçu à l'Élysée en grande pompe. Encore tapis rouge pour recevoir celui qui a tué pas mal de Français dans le Décidis UTA. Car Sassou Nguesso est un djihadiste. Sassou Nguesso est un Boko Haram, spécialiste dans les crimes. Oui, il tue aux poules et il est reçu en France. Il est reçu, c'est pas la première fois.
Le président Emmanuel Macron l'avait reçu avant, pour la conférence soi-disant climatique. Mais c'était une conférence des valises du fric. Le fric, la France de l'Élysée. Ils aiment le fric. Mais le président Emmanuel Macron a oublié. Hollande la pute, il est où? Est-ce que Hollande est toujours à l'Élysée? Non. Il y a un moment, il y a des contextes, des règles de loi. Tu rentres à l'Élysée, mais sache que demain tu dois sortir. Parce que tu n'es qu'un locataire à l'Élysée. La vérité doit être dite. Hollande la pute qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. Il est où? Hollande la pute qui avait dit le mariage pour tous. Il est où? Dégagé. Hein? Donc Hollande n'est plus à l'Élysée, mais il est quelque part dans un château avec pas mal d'argent de la France-Afrique. Il vit des beaux jours avec des fromages camembert qui puent. Car les Français qui ont l'oseille, le fafio, le fric des frics, ils aiment bien le fromage qui dégage, avec du vin, du bon vin Bordeaux. Hein? Est-ce que le peuple africain, nous, les Noirs de France, avons-nous dit que Bordeaux, chez les vignerons, c'est à nous? Mais eux, ils vont en Afrique. Ils disent Kivu, c'est à eux. Goma, c'est à eux. Le Kasaï, c'est à eux. Ah, à cause des minéraux. Et ils le font aux poules. Ils aiment beaucoup Sassou, parce que Sassou tue, pour qu'eux, ils aient la même mise sur les pierres précieuses. La vérité doit être dite. Et en même temps, Sassou, un spécialiste, voleur immense des minéraux, il envoie l'armée congolaise au Gabon. Au Gabon, ils sont là-bas pour soutirer pas mal de l'or, car l'armée congolaise travaille pour le fils Bongo. Oui, parce que Ali est en train de préparer le successeur qui prendra le pouvoir au Gabon. C'est exactement comme Sassou. Il est en train de préparer Kiki Kaka Pipi Nguesso avec la bande de cafards de Total et Areva. Gingang, gingang. Mais est-ce que le peuple congolais vous laissera faire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Car nous sommes des gens, nous avons fait voir nos visages, nous avons ce qu'on appelle la détermination de dégager les dictateurs en Afrique centrale et ailleurs. Mais les dictateurs, ils doivent partir, laisser la place à la jeunesse. Car la jeunesse, il y a des gens qui ont la connaissance d'apporter pas mal en Afrique, et afin que l'Afrique puisse avoir ce qu'on appelle développement concret. Car un développement concret permettra à toute génération des jeunes en Afrique d'avoir du travail. Personne ne sortira de l'Afrique pour fabriquer des bateaux de migrants pour se retrouver en Libye et être esclave. Personne n'ira en direction du Maroc pour entrer en Europe. Non, l'Africain aura sa place. Mais pourquoi la jeunesse africaine fuit l'Afrique? À cause des dictateurs. Les dictateurs sont les ennemis du peuple africain. Pourquoi les jeunes filles fuient l'Afrique? À cause des dictateurs. Voilà. Les dictateurs, toujours eux. Toujours. Voilà. Il faut que ça change. Voilà. Ici Idriss Déby dit, nous sommes complexés. Il parle donc, lui et ses bandes d'amis, des grands PD, les dictateurs. Car Ali Bongo XPD est un PDG des poubelles. Oui, parce qu'au Gabon, Ali laisse pas mal des poubelles, parce que c'est le PDG des poubelles.
La vérité doit être dite. Donc, voilà. Salut les amis, ce que je vais vous parler aujourd'hui n'a rien de complot. C'est le résultat d'une réflexion très simple et très logique. On n'a pas besoin d'être expert en politique ou géopolitique pour le comprendre. Le calcul est très simple. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui arment et financent les terroristes islamiques partout dans le monde. C'est presque déjà officiel. Si vous ne le croyez pas encore, donc posez-vous alors cette question. Où vont toutes ces armes modernes que Qatar achète chaque année en Allemagne, en France et aux États-Unis? Seulement en 2013 jusqu'à début 2014, Qatar a dépensé 23 milliards de dollars aux armes. Il a acheté des hélicoptères de combat, des missiles, des avions de ravitaillement et autres armes. Ces armes venaient principalement de 20 grandes entreprises mondiales. Parmi elles, il y avait également l'avionneur européen Airbus et son rival américain Boeing. Et il y avait aussi Lockheed Martin et Raytheon, qui sont des entreprises américaines de systèmes de défense et de sécurité. Ces données que je viens de citer ont été officialisées à travers un porte-parole d'une conférence de défense qui s'est déroulée à Doha, dans la capitale du Qatar. Donc on trouve ces données même sur Internet. En France, le ministère de la Défense a annoncé en fin 2013, aussi début 2014, que le Qatar allait acheter 22 hélicoptères de transport militaire NH-90 d'une filière d'Airbus pour 2 milliards d'euros. En plus de cela, Airbus devrait livrer 2 avions ravitaillés au Qatar. Ça, on le trouve aussi sur Internet. Alors, moi, je me pose la question. Un pays de seulement 11 606 km². N'oubliez pas que le Mali fait 1 240 000 km². Qatar fait seulement 11 606 km², avec seulement 300 000 Qataris. Il y a sur le territoire qatari à peu près 2 millions de personnes, mais les vrais Qataris ne sont que 300 000. Tous les autres sont là pour travailler et servir les 300 000, comme les Arabes le font toujours. Ils ne travaillent pas, mais laissent les autres travailler pour eux. Ça aussi, c'est une bonne politique. Bref, les forces armées qataries font à peu près 12 000 hommes. Donc, parmi les 300 000 habitants, il n'y a que 12 000 qui sont dans le domaine de sécurité et de défense. Encore une petite comparaison pour vous montrer que c'est peu. Les forces armées nigérianes font 162 000 personnes. 162 000 personnes que Boko Haram est en train de vaincre comme ça. Voilà. Donc, les 12 000 militaires qataris ne peuvent jamais utiliser toutes les armes que Qatar a achetées jusqu'ici. Jamais. Même si tous les Qataris travaillent pour les forces armées qataries, donc les 300 000, ils ne pourront pas utiliser toutes ces armes. Et chose bizarre, on n'entend jamais que Qatar est en guerre contre un pays. Je ne l'ai pas encore entendu. Vous l'avez déjà entendu? Donc, où partent toutes ces armes? Ou bien c'est le sable qui les avale? La réponse est simple. Ce sont les mêmes armes qui circulent entre les mains des terroristes partout dans le monde entier.
que cela soit Boko Haram, Moudjahou, Al-Qaïda ou l'État islamique. Donc c'est Qatar qui finance ces islamistes fanatiques qui sont actuellement en train de terroriser le monde. Mais pourquoi Qatar fait ça? Agit-il au nom de quelqu'un d'autre ou fait-il pour ses propres intérêts? C'est ça la vraie question. Ce qui me paraît très bizarre aussi est qu'il faut que les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands se lèvent chaque fois, presque chaque année, pour aller quelque part chasser ces terroristes et sauver le monde. Et toutes ces interventions militaires qu'ils font pour chasser ces terroristes coûtent beaucoup d'argent. Il y a quelques jours de cela, j'ai lu quelque part que l'intervention française au Mali a coûté plus de 200 millions d'euros. Ça, c'est seulement le Mali. Il y a la Centrafrique qu'on doit aider, le Nigeria, les Cameroun. Plus de 200 millions d'euros pour venir à l'aide du Mali. Vous avez vu? Et en France, il y a pas mal de chômeurs. Hein? Il y a pas mal de chômage. Hein? Vous avez vu? Le nouvel ordre mondial. Le grand chaos. Il y a l'argent pour aller faire des guerres. Il y a l'argent pour aller tuer des vies. Mais pour donner du travail, il n'y a pas l'argent. Vous voyez? Le nouvel ordre mondial. Cameroun, le Niger, le Tchad, l'Irak, la Syrie. Hein? La Syrie, il faut bombarder l'État islamique là-bas aussi. Donc pour sauver le monde de ces fous terroristes, il faut beaucoup d'argent. Donc logiquement, à un certain moment, en tant que gouvernement français, américain, anglais, allemand, on se lève, on appelle le Qatar et on lui dit: ah mon ami, c'est vrai que tu achètes beaucoup chez nous, tu investis aussi beaucoup chez nous, tu es un bon partenaire, mais les affaires avec toi ne nous rapportent à la fin rien, parce qu'on est obligé de lutter contre les gens que tu finances. Et cela nous coûte cher. Donc l'argent qu'on gagne en faisant des affaires avec toi est tout de suite dépensé pour sauver le monde. Donc il faut arrêter de financer les terroristes, sinon nous ne te livrons plus rien. Parce qu'à la fin, ce n'est qu'une perte pour nous. Pour moi, c'est comme ça que ça doit se procéder. On voit quand même une certaine logique dans ça. Donc on coupe à Qatar toute livraison d'armes. On n'a pas besoin de mettre de l'embargo sur lui. On peut le laisser encore investir chez nous, hein, le laisser encore financer le club de foot Paris Saint-Germain, par exemple, le laisser encore construire des immeubles dans les banlieues parisiennes, le laisser encore acheter des actions dans Volkswagen. Hein. Mais on ne le vend plus d'armes jusqu'à ce qu'on se débarrasse de tous ces terroristes. Donc si vous voyez que cela ne se passe pas, que personne ne cesse de livrer des armes à Qatar, cela montre tout simplement qu'on ne veut pas que Qatar cesse de les donner aux terroristes. Plus pire que ça, on donne à Qatar pour qu'il donne aux terroristes. Et que ces terroristes terrorisent les peuples là-bas, pour qu'à la fin, nous les Français, Américains, Anglais, Allemands, aurons un prétexte pour venir dans ces pays pour soi-disant chasser les terroristes et sauver le monde. C'est ça et c'est tout. Les guerres doivent continuer à travers le monde. Ça, on doit le savoir. Ce sont les guerres qui apportent de l'argent. Les grandes entreprises que j'ai citées en haut doivent quand même vivre de quelque chose. Et en plus de cela, les Chinois sont en train de prendre l'Afrique. Hein? Il faut stopper ça. Donc, comme ces grands pays démocratiques, comme ils se qualifient eux-mêmes, je parle des Américains, des Français, des Allemands et des Anglais, ne veulent plus salir leur image à travers le monde. Les temps où les Américains prenaient des décisions brusquement pour venir attaquer un pays sont finis. C'était le temps de Bush, par exemple. Maintenant, on a Obama qui est un peu plus malin et intelligent, qui Bush qui fait autrement, qui a une toute autre façon de faire la guerre. Parce que les guerres, on doit les faire. Tout ça, il faut savoir. Hein? Ça, c'est très important. Il faut faire les guerres. Donc, comme ils ne veulent plus salir leur image à travers le monde à cause des guerres, ils laissent quelqu'un d'autre faire à leur place. Il faut laisser faire quelqu'un qui s'en fout de son image à travers le monde. Le Qatar et l'Arabie Saoudite s'en foutent de leur image à travers le monde. Les conditions de travail dans ces pays sont très mauvaises. Il y a encore de l'esclavage là-bas. Les femmes n'ont presque aucun droit là-bas. Donc, s'ils n'ont pas de problème avec tout ce que je viens de citer,
Je ne vois pas pourquoi ils auront des problèmes pour financer les terroristes pour le bien des amis qui ne veulent pas salir leur image. C'est comme ça et c'est tout. Les armes qui sont aux mains de l'État islamique, de Boko Haram, ce sont les Occidentaux qui les ont données, mais à travers un intermédiaire qui s'appelle Qatar ou l'Arabie Saoudite. C'était le message d'aujourd'hui. Bonne journée et bye. Voilà, nous avons suivi la vérité. Donc, la vérité triomphera et elle triomphera toujours parce que, au fait, nous avons affaire à des gens qui nous font croire immensement beaucoup de choses. Ceux qui nous gouvernent. Mais au fait, ce sont des grands voyous. Ils en profitent du petit immunité diplomatique, immunité de chef d'État pour pouvoir envoyer plusieurs êtres humains à la mort. Oui, mais est-ce que nous allons continuer à regarder cela? Non, il ne faut plus. Il ne faut plus. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Oui. Nous allons un peu suivre cela et après nous allons voir une dernière vidéo Boko Haram. Mais on suit d'abord un peu ça. Je tenais absolument à écrire ce livre parce qu'en 2013, j'ai rencontré des moments où des très jeunes enfants étaient partis en Syrie, entraînés dans les atrocités du terrorisme. Et en juin 2013, j'ai proposé aux personnalités des 4 grands partis en Belgique de faire un débat sur le thème « Que pouvons-nous faire pour les empêcher de partir là-bas » Par une personne, aucun n'a voulu venir, apparemment ils s'en fichaient, ça m'a interpellé. Et puis tout d'un coup, quand l'attentat éclate contre Charlie, alors qu'il n'avait rien fait pour 10 000 victimes du terrorisme en Syrie et en Irak, il y a 19 victimes à Paris, et là tout le monde vient avec des programmes, des déclarations, la France est en guerre, tout ça. Est-ce que ça va marcher, leur solution, ou est-ce que nous allons être entraînés dans encore plus d'engrenage et de violence? Et ce qui m'a frappé, c'est que on a eu une manifestation énorme, Je suis Charlie, 1,5 million de personnes à Paris, et de l'autre côté, les jeunes des banlieues n'étaient pas là. Et chez eux, quand on les interroge, on n'ose pas forcément le dire, mais c'est plutôt Je ne suis pas Charlie. Donc on a un clivage, on a une fracture entre deux France qui ne suivent pas les mêmes médias, ne croient pas les mêmes infos, ne se parlent plus. Et la question que j'ai voulu poser dans ce livre, c'est est-ce qu'on peut surmonter ce clivage? Est-ce qu'on peut arriver à établir un dialogue entre les Charlie et les pas Charlie? Et pour ça, il m'a semblé que la question clé, c'était de clarifier justement, sur base de faits évidemment, sur base de déclarations des propres dirigeants et services des États-Unis, quels sont les véritables liens entre les États-Unis et le terrorisme? Est-ce que vraiment ils les ont toujours combattus? En commençant cette enquête, j'ai été frappé par une déclaration de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Il déclare à Marrakech en décembre 2012, je cite, « Le front al-Nosra fait du bon boulot contre Assad en Syrie et donc c'est très difficile de les désavouer. Le front al-Nosra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Donc les terroristes d'Al-Qaïda sont soutenus par Fabius en Syrie. » Alors ça m'a rappelé une déclaration de James Baker, qui était le ministre des Affaires étrangères des États-Unis de George Bush, le père. Et en 1996, James Baker déclare, je cite, « Il n'y a pas de pays musulman plus intégriste que l'Arabie Saoudite, et pourtant, c'est à la fois un ami et un pays important pour les États-Unis. Nous ne devons nous opposer à l'intégrisme que dans la mesure exacte où nos intérêts nationaux l'exigent. » Ça veut dire que les États-Unis ont donc
parfois combattu le terrorisme et parfois l'ont utilisé. Et c'est ça qu'il faut voir au travers des différentes guerres des 30 dernières années. Les relations entre États-Unis et terrorisme, ça commence, disons, en 1978. En Afghanistan, une révolution vient d'installer un gouvernement d'inspiration socialiste, le gouvernement Taraki, et c'est la meilleure période de l'histoire de l'Afghanistan. On construit des routes, on a des écoles, des hôpitaux, l'émancipation des femmes, les mariages d'enfants sont interdits. C'est vraiment la meilleure période pour l'Afghanistan. Ça, c'est intolérable pour les États-Unis qui veulent absolument contrôler cette zone stratégique au centre de l'Asie, d'autant plus que le gouvernement afghan, nouveau, est assez favorable à l'Union soviétique. Donc il faut absolument le renverser. Le problème pour les États-Unis, c'est qu'ils sortent de la guerre du Vietnam, qu'ils ont perdu lamentablement. L'occupation au sol, ça n'est donc plus possible, il serait trop impopulaire. Et donc ils vont recourir à un autre stratagème, une guerre indirecte. Avec l'Arabie Saoudite, ils vont recruter, financer, armer dans une opération secrète, la CIA, l'opération Ben Laden. Ils vont recruter 35 000 moudjahidines venus individuellement de 40 pays et ils vont former une armée de guérillas terroristes pour renverser ce gouvernement. Il va y avoir des atrocités, ça va durer des années, ça ne va pas du tout être présenté comme ça dans les médias occidentaux, mais ça va être reconnu ouvertement par Brzezinski, qui était alors responsable de la politique internationale du président Carter, et qui va reconnaître dans une interview au Nouvel Observateur en 1998 que oui, l'opération Ben Laden, c'est les États-Unis, que la mise en route, la mise en scène du terrorisme de Ben Laden, c'est les États-Unis, et que le problème des islamistes, ils s'en fichent complètement. La méthode qui a tellement bien marché en Afghanistan, les États-Unis vont réutiliser contre la Yougoslavie, d'abord en Bosnie, 91-95, puis contre le Kosovo, 98-99, et ça va être dévoilé par Sibel Edmonds, qui après le 11 septembre a été engagée comme traductrice par le FBI, et qui va constater que, en fait, la CIA, le Pentagone, les affaires étrangères, ont collaboré contre la Yougoslavie avec des terroristes d'Al-Qaïda de très haut niveau, et qui va le déclarer dans son témoignage, dans son livre Classified Women. En 1998, le frère d'Al-Zawahiri, Mohamed, dirigeait une unité d'élite de l'armée de libération du Kosovo. Et donc, au Kosovo, ça va donner lieu à un revirement diplomatique extrêmement rapide des États-Unis, dont le représentant officiel déclare en 1998 « Je sais ce qu'est un terroriste lorsque j'en vois un, et je vous dis que ces gens de l'UCK sont des terroristes. » Et 4 mois plus tard à peine, les affaires étrangères déclarent officiellement exactement le contraire. L'opinion des États-Unis n'est pas que l'UCK est terroriste. Je me suis rendu en Irak en 2002, peu avant que n'éclate la guerre de Bush, et en parlant aux Irakiens, aussi bien les pro-Saddam que les anti-Saddam, il était très clair que les États-Unis allaient affronter une résistance terrible parce qu'aucun Irakien ne voulait aider comme force d'occupation. La résistance a d'abord été dispersée, et puis les forces ont commencé à s'unir, et le fait que les sunnites et les chiites coopéraient militairement sur le terrain pour résister, ça c'est un gros problème pour l'occupation des États-Unis. Le danger, c'est que nous pensons qu'il peut y avoir jonction à la base entre les sunnites et les chiites. Nous devons tout faire pour l'empêcher. Alors, pour s'en sortir, ils ont recouru à ce qu'on appelle l'option Salvador, c'est-à-dire une recette qui avait bien marché dans ce pays, la formation d'escadrons de la mort qui appliquent des recettes terroristes très violentes contre la population civile pour créer un climat de terreur, et dans le cas de l'Irak, pour créer en fait une guerre de religion entre les sunnites et les chiites. La seule manière dont nous pouvons gagner, c'est de passer aux méthodes non conventionnelles. Nous devons terroriser les Irakiens et les forcer à se soumettre. En 2011, en Libye, pendant les bombardements de l'OTAN, je m'étais rendu compte que
Kadhafi avait ses adversaires, ce n'est pas un modèle de démocratie, mais qu'il avait aussi un très fort soutien dans la population parce qu'il avait apporté aux Libyens un bien-être social exceptionnel. Donc malgré les médias mensonges de l'époque qui unissaient aussi bien l'OTAN, Al Jazeera, BHL et les médias occidentaux, malgré ces médias mensonges grossiers, le problème qui se posait à Obama, c'était comment briser le soutien de grande partie de la population pour renverser Kadhafi. Il ne voulait absolument pas débarquer ses troupes au sol. L'expérience de Bush en Irak, en Afghanistan avait montré que ça ne marchait pas. Donc il fallait trouver des troupes sur place. Il n'y en avait pas beaucoup. Les seuls qui existaient, c'était les terroristes libyens, la section libyenne d'Al-Qaïda. Et donc on a eu un renversement d'opinion absolument ahurissant, avec en 2007 des sources officielles des États-Unis qui déclarent que ce sont des terroristes. La région de Benghazi à Tobrouk représente une des plus grandes concentrations de terroristes au monde. Et puis en 2011, les sources officielles des États-Unis qui disent que non, ce n'est pas des terroristes, c'est des combattants pour la démocratie. Des douzaines d'anciens combattants du GICL participent aux efforts des rebelles visant à renverser Kadhafi. Ils le font à titre personnel, pas comme groupe constitué. Après la Libye, comme nous l'avions prévu, les armes ont été exportées, et les terroristes avec, vers des pays africains, pas n'importe quel, bien entendu. C'est frappant de voir que les terroristes interviennent toujours là où il y a des ressources naturelles importantes. Et donc on a eu leur intervention au Mali, or, argent, pétrole, uranium, au Niger, uranium, énorme ressource, puis au Nigeria, le principal producteur de pétrole en Afrique, très important pour les États-Unis, un pays qui pourrait devenir un leader si l'Afrique arrive à s'émanciper, un pays qui de temps en temps regarde un peu vers la Chine. Donc les États-Unis veulent absolument conserver le contrôle. Le Nigeria, c'est un pays puissant. Et donc là, va s'appliquer la méthode de Brzezinski en Afrique de faire éclater les États trop importants en une série de micro-nationalités. Et donc là, le fait de dresser les chrétiens et les musulmans les uns contre les autres et de rendre le pays ingérable, c'est exactement la stratégie qui correspond aux intérêts des États-Unis. Alors c'est intéressant de savoir que Boko Haram a été financé par des fondations de Grande-Bretagne et d'Arabie Saoudite. On retrouve l'Arabie Saoudite constamment derrière le financement des terroristes qui servent les intérêts des États-Unis. La guerre contre la Syrie n'a pas commencé en 2011, mais au moins en 2009. L'ex-ministre français des Affaires étrangères, Roland Dumas, a confié qu'il avait reçu des propositions des Britanniques disant on va attaquer la Syrie en 2009, donc il a refusé. En fait, ça commence plus tôt. Dès 2007, ça se prépare au Liban, où Bandar Sultan, un grand ami de Bush, quand il a été surnommé Bandar Bush, a financé des milices terroristes extrémistes au Liban d'abord et puis en Syrie. Et ça, c'est une opération où l'Arabie Saoudite sert d'intermédiaire pour une filière terroriste organisée par les États-Unis. Les acteurs clés sont les Saoudiens, bien sûr, et Bandar, qui ont conclu une sorte d'accord privé avec la Maison-Blanche. L'idée est d'avoir un soutien financier de l'Arabie Saoudite pour soutenir divers groupes sunnites extrémistes du djihad. Je crois que l'information sur tout ça, c'est trop important et qu'il faut absolument éviter qu'on se laisse entraîner dans cette guerre de religion. D'un côté, on a cette version de l'islam complètement fanatique, rétrograde, violente, qui est développée par les meilleurs amis des États-Unis et de l'Europe, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et de l'autre côté, on a, très très préoccupant en Europe, cette montée de l'islamophobie qui justifie la division des couches travailleuses entre elles sur le plan social ici et sur le plan de toutes ces guerres qu'on prépare contre des pays arabes et musulmans. Il est vraiment fondamental de rétablir un dialogue entre les charlis et les pas charlis. La véritable liberté d'expression, je pense, c'est de pouvoir parler ensemble et débattre sans tabou sur les intérêts cachés et les stratégies cachées de ceux qui prétendent dominer le monde.
Voilà. Voilà. Nous avons suivi. Donc là, pour conclure. Donc Daesh, Boko Haram sont que les cellules de fabrication de la communauté internationale du sang. Ils tuent en RDC pour avoir contrôle sur les minéraux. Ils tuent au Cameroun pour avoir contrôle sur les minéraux. Ils tuent au Gabon pour avoir contrôle sur les minéraux. Ils tuent au Congo, Brazzaville, pour avoir contrôle sur les minéraux. Ils tuent en Centrafrique pour avoir contrôle sur les minéraux. Bravo la communauté internationale du sang. Bravo la communauté internationale pour le grand chaos des banques que vous avez mis dans le monde pour amener une grande crise et qu'il y ait des millions et des millions de chômeurs. Bravo la communauté internationale du sang qui aime toujours envoyer les casques bleus en Afrique, mais qui sont que des casques de la mort. Bravo à la communauté internationale du sang qui aime immensement mettre la main sur nos mamans en Afrique. Les viols, c'est eux. Les assassinats, c'est eux. Cette communauté du sang. Bravo. Bravo cette communauté internationale du sang qui aime se faire appeler communauté internationale, mais qui n'est que en réalité des mots sortant des grandes loges sataniques et des Illuminati. Oui, des Illuminati. Car vous avez le chef des Illuminati, il se trouve aux États-Unis. Vous avez le chef des Illuminati en France, le président Emmanuel Macron. Il coiffe toutes les cellules des sectes de la loge de France. Bravo. Vous avez 8%, le dictateur, le tueur de tueurs, qui a tué immensement les gens dans le DC-10 UTA. DC-10 UTA. Et 8% est le bien-aimé de la France. Il a tué le 4 mars 2012. Immensement des Congolais sont morts. 8% va tuer au poules. Il est bien aimé par la France. Et on lui donne la parole, hein? Et 8% est content. Bravo 8% de merde. Mais n'oublie pas, tu auras plusieurs balles en pleine nuque un jour. Rende à César ce qui est à César. Le message est clair. Donc Boko Haram, nous avons pas mal parlé de Boko Haram et nous avons compris les stratégies machiavéliques de la communauté internationale pour avoir la mainmise sur les pierres précieuses en Afrique. Oui, l'Afrique, c'est le terrain de la turbulence, c'est le terrain où les Occidentaux peuvent venir se servir et créer immensement ce qu'on appelle des guerres. Mais ces guerres-là, c'est des guerres stratégiques. Oui, des guerres stratégiques. Il faut plus de son pour pouvoir avoir la même mise sur les minerais. Voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, il faut que ça cesse. Nous sommes des êtres humains. Personne ne restera dans ce monde. Hein. Cette terre n'appartient qu'à Dieu. Dieu, en une seconde, il peut faire ça et tous les êtres humains peuvent disparaître. Mais s'il ne le fait pas parce qu'il nous aime, mais l'être humain devrait respecter l'être humain. Mais parce qu'on tue trop, on tue trop.
quand je vois la femme qui est le moteur de la vie, et que cette femme, on la tue, je me dis, il y a problème. Je me dis, il y a problème. Il ne faut pas faire cela. Il faut aimer son prochain. Car Dieu nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais pourquoi ils aiment tuer les gens? Ils aiment tuer parce qu'ils se disent, en tuant, ils auront l'autorité dans la vie de chaque être humain. Mais toi, tu es qui pour tuer? Toi, tu es qui pour balayer immensément des vies? Ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi? 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 Pourquoi donner des armes à des gens et créer, soi-disant, des clans pour tuer des gens? Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez des minéraux? Demandez aux Africains, ils vous donneront des minéraux. Car nous, le peuple africain, nous sommes les premiers êtres humains créés par Dieu. Vous n'avez pas pitié? Mais si nos parents n'avaient pas voyagé pour aller immigrer ailleurs, est-ce que vous, les Blancs, vous serez là? Vous êtes venus après. Pourquoi? Parce que nos parents sont allés pour faire l'Égypte. Oui, nos parents noirs. Car les Noirs, c'est eux qui ont construit les pyramides en Égypte. Oui, les pyramides. Donc les premiers êtres humains, ce sont des Noirs. Mais respectez l'homme noir. Partout vous massacrez, vous tuez en Afrique. La femme africaine devient une arme de guerre. Mais Idriss Déby, il a compris. Il a compris que la France est à l'origine de tout le malheur de l'Afrique. Il a compris. Regardez même le petit tic de Idriss Déby, son petit sourire. Quand on lui pose, mais qui finance Boko Haram? Il se met à sourire, hein? Mais il sait c'est qui. Parce qu'il y a une vidéo qui tourne sur Facebook où lui-même il a bien décrit que c'est la France. Hein? Mais sur YouTube, il n'y a pas cette vidéo. Voilà. Voilà le monde de la turbulence. Donc, la France et le reste des pays occidentaux doivent arrêter de donner des armes à Boko Haram. Parce que nous, on est fatigués. On est fatigués. On est fatigués parce que on aimerait vivre dans un monde meilleur. Un monde où tout le monde aura droit à sa part. Et non un monde où on va balayer des vies pour les intérêts des gens. Non, non. Une petite minorité qui ont tout le monopole des centaines de milliards dans leurs mains. Et quand vous regardez cette petite minorité, les Rothschild, vous avez les Rothschild, vous avez en même temps, les familles des classes bourgeoises. Et il se trouve en France, d'autres en Israël, d'autres aux States, d'autres au Canada, d'autres en Angleterre. Ce sont, et vous mettrez à compter, ils sont une soixantaine ou 100 personnes. Pas plus que les milliards dans le monde. Mais c'est ceux-là qui ont toute l'économie mondiale dans leurs mains. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Exterminer immensément les êtres humains sur Terre. Ils créent des guerres. En Afrique centrale. Mais des guerres atroces. Là où la femme, elle est maintenant prise comme une arme de guerre. Les jeunes filles pareillement. Les hommes pareillement, on les viole. On va. Le monde est devenu malade. Oui, car c'est un monde de turbulence. Un monde où il n'y a plus de dignité. Là où il n'y a plus de respect. Il faut balayer l'être humain. Et après ils disent, voici la statue de la liberté à New York. Et ils sont là. Oh, statue de la liberté. Et quand ils arrivent en France, les Américains, les Anglais, tout le monde, ils disent, oh, Paris, beautiful city. Oui, beautiful city.
Yes. Yes, beautiful city. How do you know? French people, French government, no French people, French government. How you know this French government? They kill many and many people in Africa. How do you know? Comme Barack Obama avait dit, yes we can. Yes we can. Est-ce que Barack Obama a arrêté le désordre qui se déroule en RDC? Non. Donc nous avons fini cette vidéo, la vidéo sur Boko Haram. Le Tché a fini, donc merci beaucoup d'avoir suivi ce direct, le direct de la vérité. Quand on parle des séries, vous savez, quand on parle des choses très intéressantes, il n'y a pas mal qui viennent regarder. Mais quand ça va être des gens qui vont faire des conneries, ils viendront nombreux pour regarder. Voilà. Donc, le Tché a fini le direct. Et indirect, là où il a dit pas mal de vérité. Pas mal de vérité. Et quand ceux qui gouvernent le monde, des Occidentaux, 666, quand ils me verront, ils diront, ce monsieur-là, il a une tête. Oui, j'ai une tête. Parce que dedans, Dieu a mis beaucoup. Dieu a mis beaucoup. Et je connais qui vous êtes. Voilà. Nous allons écouter une chanson pour clôturer cette vidéo, ce direct. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Vous étiez en direct avec le Tché africain, le résistant, l'homme qui fera tout et tout pour que l'Afrique se libère. Et le Tché africain, il n'est pas seul. Nous sommes nombreux, immensément nombreux, qui voulons voir une Afrique meilleure. Moi, ça me ferait plaisir de voir le Centrafrique bien goudronné, qu'il y ait pas mal de belles universités, ça me ferait plaisir. Qu'il y ait pas mal de beaux collèges, ça me ferait plaisir. C'est ce que je veux. Voilà. Mais quand je vois une Afrique, là où il n'y a que le sang, je dis non. Je dis non. Nous avons besoin d'une Afrique meilleure. Passez un excellent bon dimanche et à bientôt. À bientôt. Et je crois que j'ai un programme tout à l'heure sur le Togo. Je le ferai. Je crois que c'était 16 h. Mais je vais essayer de regarder. Si c'est 16 h, je serai obligé de repousser soit l'heure ou soit de le faire prochainement. Parce qu'il faut quand même que je me repose. Donc c'est comme ça. C'est parti. Tu es celui en qui je crois. Je veux me sentir près de toi. Ne me laisse pas tomber, écoute-moi, ne m'abandonne pas. Je me sens si loin de toi. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas m'égarer. Oh, je viens te supplier. Je te confie tous mes projets, oh Jean. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas m'égarer. Je viens te supplier. Illumine tout ce que je fais, oh Dieu. Ce monde a trop de tentations, trop de situations qui nous entraînent tous les jours à faire tellement de conneries. Je veux rester sur tes rails, malgré mes défauts. Pardonne-moi mes fautes, ne me tourne pas le dos. Combat mes ennemis car ils m'empêchent d'avancer.
apaise toutes mes peines, oui, écoute-moi s'il te plaît. J'ai beaucoup de rêves que je dois réaliser.